Je kiffe manger une glace, je kiffe aller au cinéma et je kiffe me soulager aux toilettes. Et à chaque fois que j'y suis, je me pose une question. Est-ce que c'est différents plaisirs ou bien c'est différentes facettes du même plaisir? Eh bien c'est une discussion qu'auraient pu avoir deux philosophes présocratiques. On va parler du changement d'Héraclite et de la permanence de Parménide. Le coup de fil, baka, baka, baka. Et Socrate, c'est un peu l'inventeur de la douce philosophie. Dans cet extrait du tout premier coup de fil, on remarque que j'avais pas du tout la même gueule. Wouh! Mais surtout, je vous parle pas des philosophes présocratiques, je vous parle de Socrate comme l'inventeur de la douce philosophie. Alors oui, Socrate a marqué un temps clair, voilà, il est considéré un peu comme le papa de la philo, mais comme toute chose, il y a un avant. Il y a Héraclite de l'école dite ionienne et Parménide de l'école éléate, et tous deux sont contemporains. Enfin, je veux dire contemporains par rapport à eux-mêmes, pas par rapport à nous, quoi. Pour Héraclite, on a juste des petits bouts de sa pensée, le mec était assez mystérieux. On l'appelait carrément dans l'Antiquité Héraclite l'obscur. Pour lui, les choses n'existent que grâce au contraire. C'est quand les contraires s'assemblent que quelque chose peut exister. Par exemple, si tu penses grand, t'as pas d'objet qui peut incarner cette idée de grand. Un éléphant comparé à une baleine, ça représente une certaine grandeur. C'est un mélange de grand et de petit. Dès que c'est réel, en fait, dès que c'est dans l'expérience, tu trouves un mélange de grand et de petit. Et de la même façon, la température, par exemple, c'est un mélange entre le chaud et le froid. Donc pour lui, c'est la tension entre les contraires qui engendre la réalité, et d'ailleurs c'est très proche d'une idée qu'on a vue ensemble, qui se fonde aussi sur ce combat entre les contraires, la dialectique d'Hegel. Et au passage, juste rendez-vous compte de l'écart de temps qu'il y a entre Hegel et Héraclite. C'est assez incroyable. Mais vu que le réel pour Héraclite c'est un combat, eh bien c'est forcément un mouvement constant. Et il observe la réalité, et ce qu'il voit c'est le changement des choses. Et il se demande ce qui persiste à travers ce changement. Pour lui, ce qui persiste, c'est le changement lui-même. Donc pour reprendre la formule de Jeanne Hersch, c'est le changement lui-même qui porte les choses soumises au changement. Et c'est comme ça qu'on a la phrase la plus célèbre d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Alors, ça aurait pu être un mantra bouddhiste, mais ce que ça veut dire, c'est que si tu vas dans un fleuve, que t'en ressors et que tu re-rentres dedans, eh ben l'eau dans laquelle t'étais, elle est partie. C'est une nouvelle eau. Personne ne bouge, c'est un hold-up. J'aimerais bien, mais en fait, même si je bouge pas, je bouge en fait, parce qu'il y a du changement tout le temps, c'est l'inconstance qui fait que même si je bouge pas, je suis pas exactement... C'est pas con. Non, c'est pas con. Il y a un truc là. Il y a un truc. Alors pour pas que ce soit trop le bazar, il faut quand même quelque chose qui nous lie tout ça. Un truc qui nous permet de réguler tout ce changement. C'est l'un-tout. C'est quelque chose qui a plusieurs noms chez Héraclite, comme feu ou logos, donc raison. Et ça donne du coup une sorte d'équilibre. C'est l'un-tout qui va permettre à ce qu'il n'y ait pas un côté qui ait une dominance complète sur l'autre dans la lutte des contraires. Et cet équilibre, il a pour effet de faire revenir périodiquement les choses dans le feu originel. C'est ce qu'on va appeler la grande année. Alors c'est assez proche de l'éternel retour, qu'on a déjà vu ensemble avec Nietzsche. C'est un concept des stoïciens aussi. En gros, le temps, il est cyclique et il y aurait à un moment une renaissance de l'ordre cosmique. Et pour l'anecdote, chez Héraclite, la grande année, elle compte 10 800 années solaires. Sachant que la Terre, elle a déjà des millions d'années derrière elle. Voilà. Le mec n'avait pas de calculette non plus, donc on va pas lui jeter la pierre. Mais Héraclite n'est pas la seule école de pensée qu'il y avait à ce moment-là. Elle s'opposait notamment à celle de Parménide. Parce que Parménide, lui, il s'en tape de voir du changement autour de lui en fait. Pour lui, ce qui compte, c'est juste la logique parce que nos sens nous trompent. En fait, c'est un rationaliste extrême. Et le mec te sort un truc incroyable, une idée qui va marquer la philosophie pour des siècles. L'être est, et le non-être n'est pas. Et là mec, là je leur lâche, l'être est, le non-être n'est pas. T'as pas dit ça, mec. Si, mec, je suis allé plus loin encore. Mec, je leur ai même fait croire qu'on pouvait pas dire le non-être est. Le non-être est. Attends, redis. Pourquoi redis? Alors en vrai, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, parce qu'il nous dit qu'il peut dire l'être est, mais qu'il peut pas dire le non-être est. Parce que ce serait une contradiction en fait. Tu dois même pas prononcer non-être, parce que ce serait lui donner de l'être dans la langue. T'es même pas censé penser le non-être. Et ça a de grosses conséquences. Par exemple, ça implique que rien ne naît. Parce que si quelque chose naît, soit il existait avant, soit il n'existait pas. S'il existait, alors il n'est pas né, vu qu'il était déjà là. Et s'il n'existait pas, eh bien on n'a pas à le penser et rien ne peut sortir de ce qui n'existe pas. Donc pas de naissance, ni de mort. Pareil pour le mouvement. Si un objet est en mouvement, ça veut dire qu'il prend la place d'un espace où il n'y a rien. Donc un espace où il y a ce qui n'est pas. Ce type d'espace est impensable. Donc pas de mouvement. Mais le truc, c'est que Parménide, il vivait aussi dans la réalité du monde, comme Héraclite, et il voit ces choses qui changent, qui bougent, etc. Du coup, il va créer deux niveaux. Un niveau 1, la science en tant que connaissance vraie de l'être unique, immobile, et un niveau 2, la connaissance que nous avons du monde extérieur, où nous vivons, et c'est ce qu'il va appeler doxa, c'est-à-dire l'opinion. Ce statut d'opinion, il est intéressant parce qu'il n'atteint pas vraiment la vérité, mais c'est pas non plus une erreur. C'est juste que c'est une vision de la vérité qui est très utile dans la vie de tous les jours, parce que c'est très pratique, quoi. On pourrait pas gérer notre vie
de manière pratique, avec une connaissance constamment rigoureuse. Tu vois. Et donc pour Parménide, la connaissance en rapport avec le monde du changement, donc qui est de l'ordre de l'expérience, elle rentre dans cette opinion. En fait, pour lui, la pensée d'Héraclite, au niveau 1, c'est une erreur. Hein. C'est même impensable. Le non-être, c'est non-pensé. Mais même si le non-être est impensable, pour la logique, ça reste inévitable au niveau de l'expérience, et donc de l'opinion. D'ailleurs, pour Parménide, il y a une hiérarchisation. Le niveau 1 est supérieur au niveau 2. Est-ce que vous voyez vite fait ce qui a inspiré Platon et sa caverne? Pourquoi, redis? Non, juste la dernière phrase là. Ah non, vas-y, non, Platon. Non, s'il te plaît. Non, Platon. Non, mais j'ai pas fini en ce moment, faut que j'écrive un livre, faire je vis des dans une vannes, caverne, là, s'il te c'est plaît, chiant. juste Non, redis mais ce que c'est tu viens de juste des dire. vannes, c'est Juste pas- la dernière arrête. phrase. En fait, ce qu'il faut, c'est comprendre que la vision de Parménide et sa relation au changement, elle se rapproche assez fortement de la théorie de l'univers bloc. En gros, l'univers se déploierait en entier dans un espace-temps où tous les événements, ce que tu as vécu, ce que tu vis et ce que tu vivras, sont réalisés et se positionnent les uns par rapport aux autres. Hein, comme s'ils étaient déjà là en fait, sur la ligne du temps, comme des points dans l'espace. Et nous, l'idée qu'on a de ce temps qui passe, c'est seulement parce qu'on a la conscience et la connaissance du présent et du passé, mais pas du futur. Donc on a cette sensation du temps. Mais les éléments du passé ou du futur existent tout autant. Hein, c'est ce qu'on va appeler l'éternalisme. De la même manière que le passé est inaltérable, le futur l'est aussi. Donc c'est du fatalisme. Alors évidemment, on peut confronter la pensée de Parménide à celle d'Héraclite. Héraclite défendant une vision du monde et de l'être qui est toujours en mouvement, alors que Parménide défend un immobilisme total des choses. Mais en y regardant de plus près, il y a des points de convergence entre les deux visions. Dans les deux cas, par exemple, les hommes se font un petit peu avoir par les apparences. Et en plus, on peut voir une certaine similitude entre l'être de Parménide et le logos d'Héraclite. Voilà. En tout cas, ces deux philosophes marquants qui ont inspiré les discours de Platon et Aristote, par exemple, qu'on peut réussir à faire converger, justement avec Platon, mais aussi avec Démocrite. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Je vous envoie du love et de la peace. Gagne là. J'espère que ce coup de fil vous a plu. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il se passe des trucs apparemment avec YouTube en ce moment. Il y a des gens qui se font désabonner, machin et tout. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour si vous voulez recevoir des notifs, pour être sûr de ne pas rater une prochaine vidéo. Si vous voulez pas recevoir des notifs, ne cliquez pas sur la cloche. Mais voilà, si mon contenu vous plaît et que vous voulez pas le rater, eh ben, je vous invite à le faire.